de moi, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel entier. Son avocat, un certain maître Dumont aux cheveux argentés et portant une montre dont le prix aurait pu nourrir une famille entière pendant des semaines, ne cessait de faire glisser des documents vers moi avec cet air suffisant. Elle a gardé la maison, celle que nous louions depuis 6 ans, le propriétaire avait accepté de transférer le bail à son nom. Elle a gardé la voiture la plus récente, la Peugeot 3008 que nous avions achetée ensemble il y a 3 ans. J'ai récupéré la vieille Renault Clio avec 290 000 km au compteur qui démarrait à peine par les matins froids. Elle a obtenu la moitié du peu que nous avions sur notre livret d'épargne commun. J'ai pu garder mon compte personnel, sur lequel il restait environ 700 €. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était de la voir sourire. Ce sourire victorieux et cruel lorsque Maître Dumont m'a tendu la dernière page. Elle s'est penchée vers moi et je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit, « Tu sais ce qui est drôle ? J'ai presque de la peine pour toi. Tu vas mourir fauché et oublié. Personne ne se souviendra de ton existence. Tu as toujours été trop faible pour faire quoi que ce soit de ta vie. Trop moyen. Trop ennuyeux. Je te fais sincèrement une faveur en partant maintenant avant de gâcher d'autres belles années avec toi. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste signé là où on me disait de signer. Son avocat a semblé mal à l'aise pendant une demi-seconde, puis s'est replongé dans sa paperasse. Je suis sorti de ce bureau avec une chemise remplie de documents prouvant que j'avais perdu presque tout ce que j'avais en moins d'une heure. 3 mois plus tard, je chargeais des cartons sur des palettes dans un entrepôt logistique dans une zone industrielle en périphérie de la ville. Équipe de nuit, payée au SMIC horaire. Le genre de boulot d'intérim où personne n'apprend votre nom parce que le roulement est trop important. J'arrivais à 23 h, je pointais, je passais 8 heures à déplacer du stock, puis je dépointais à 7 h du matin. Mon dos me faisait constamment mal. Mes mains étaient rugueuses et coupées par les bords des cartons et les sangles en plastique. Je louais une chambre chez l'habitant dans la maison d'une dame âgée nommée Madame Germain. 300 € par mois. Salle de bain partagée. Pas d'accès à la cuisine, sauf un mini-frigo dans ma chambre et un micro-ondes que j'avais acheté chez Emmaüs. La chambre était à peine assez grande pour un lit simple et un petit bureau que j'avais trouvé sur le trottoir le jour des encombrants. Mais c'était chez moi. C'était propre et personne ne pouvait me l'enlever. Les gars avec qui je travaillais étaient assez corrects. Personne ne posait de questions. On se faisait un signe de tête, on faisait notre boulot et on rentrait chez nous. Parfois, quelques-uns d'entre eux allaient prendre un petit déjeuner dans la brasserie au bout de la rue après le service. J'y suis allé 1 ou 2 fois, mais la plupart du temps, je voulais juste dormir. Je n'ai parlé du divorce à personne. Je n'en voyais pas l'intérêt. Qu'est-ce que j'allais dire ? Que ma femme depuis 7 ans avait décidé que je ne valais plus la peine ? Qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, un responsable commercial dans l'agence de marketing où elle travaillait, et qu'elle s'était dit qu'elle pouvait trouver mieux. Qu'elle s'était assurée de prendre tout ce qu'elle pouvait en partant ? Le truc, c'est que je n'étais même plus en colère. J'étais juste fatigué. Fatigué d'y penser. Fatigué de me souvenir de la façon dont elle me regardait avant, comme si je comptais, avant qu'elle ne commence à me regarder comme si j'étais un meuble. Fatigué de me demander ce que j'aurais pu faire différemment. Alors, je travaillais. Je chargeais des cartons. J'empilais des palettes. Je rentrais chez moi dans ma Clio à l'agonie et je dormais dans ma chambre louée. Je mangeais pour pas cher. Je restais silencieux. Je faisais profil bas. C'était ça, mon existence. Du lundi au vendredi, parfois le samedi s'ils avaient besoin de bras supplémentaires. L'entrepôt était immense. Un de ces centres de distribution pour une grande chaîne de magasins. Des néons qui bourdonnaient toute la nuit. Des sols en béton qui faisaient mal aux pieds. Le bip constant des chariots élévateurs et le bruit de raclement des palettes qu'on déplace. Mon chef d'équipe était un type nommé Gérard. Fin de quarantaine, bedaine à bière, grimace permanente. Il se fichait de tout, sauf de s'assurer que les camions soient chargés à l'heure. Tant que tu faisais ton boulot, il te laissait tranquille. J'appréciais ça. Je n'avais pas besoin de discours de motivation ou de bêtises de team building. J'avais besoin d'un chèque à la fin du mois. C'était un jeudi matin, environ 3 mois après la finalisation du divorce. J'étais au fond de l'entrepôt en train d'organiser une cargaison d'appareils électroménagers. Mon service était presque terminé. Je me demandais si j'avais assez d'énergie pour m'arrêter à l'épicerie prendre du lait ou si j'allais encore sauter le petit déjeuner.
C'est là que j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Pas juste mon prénom, mon nom complet. De la façon dont quelqu'un le dirait s'il me connaissait vraiment, s'il se souvenait de moi d'avant que tout ne s'effondre. Je me suis retourné, confus. L'homme qui marchait vers moi dénotait dans le décor. Il portait un pantalon de costume sombre et une chemise bien repassée. Pas de cravate, mais quand même bien trop habillé pour un entrepôt à 6 heures du matin. Il avait environ mon âge, peut-être un peu plus vieux, cheveux bruns, commençant à grisonner aux tempes. Il me semblait familier, mais je ne pouvais pas le remettre tout de suite. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi, les mains dans les poches, et a souri. Pas un sourire suffisant, pas un sourire de pitié, juste un sourire sincère et légèrement fatigué. Ça m'a pris 3 semaines pour te retrouver, a-t-il dit. Tu n'es pas facile à trouver quand tu ne veux pas qu'on te trouve. J'ai posé le carton que je tenais. Mon cerveau essayait de comprendre. Qui était-ce? Comment me connaissait-il? Puis ça a fait tilt. La voix, la façon dont il se tenait, la cicatrice au-dessus de son sourcil gauche datant du jour où nous avions essayé de déplacer une baie de serveur et qu'il s'était cogné la tête contre un cadre de porte. Thomas, ai-je dit. Il a hoché la tête. Ouais, ça fait un bail. Thomas Mercier, mon associé d'une autre vie. À l'époque où j'avais 25 ans et que j'étais assez stupide pour penser que je pouvais bâtir quelque chose d'important. À l'époque où nous passions des journées de 16 heures à écrire du code dans un appartement exigu, vivant de pâtes instantanées et d'ambition. Avant que je n'abandonne tout ça pour obtenir un vrai travail et une vie normale et une femme qui a finalement décidé que la normalité ne suffisait pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé. Ma voix sonnait bizarrement. Je n'avais pas eu de conversation de plus de 2 phrases depuis des semaines. Thomas a jeté un coup d'œil autour de l'entrepôt, puis m'a regardé. Il faut qu'on parle. Tu as le temps pour un café après ton service? J'ai hésité. Je n'avais aucune idée de ce qu'il pouvait bien vouloir après 15 ans de silence. Mais quelque chose dans son expression me disait que ce n'était pas une visite de courtoisie. C'était autre chose. Quelque chose qui l'avait poussé à me traquer jusqu'à un entrepôt au milieu de nulle part à l'aube. Ouais, ai-je fini par dire. Je finis dans 1 heure. Il a hoché la tête. Il y a une brasserie 2 rues plus loin vers l'est. Je t'attendrai là-bas. Puis il s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie, me laissant planter là avec une palette à moitié chargée et plus de questions que je n'en avais eu depuis des mois. Gérard est arrivé au coin de l'allée, son porte-bloc à la main, fronçant les sourcils. Tu prends une pause ou quoi? Non, ai-je dit en ramassant un autre carton. Je finis juste. Mais mes mains tremblaient. Et pour la première fois en 3 mois, je ressentais autre chose que de l'épuisement. Je me sentais éveillé. La brasserie était l'un de ces endroits qui ressemblent à la même chose à 6 heures du matin qu'à 18 heures. Des banquettes en sky usées, du carrelage à damier, un comptoir avec des présentoirs à croissants, le genre d'endroit où le café était terrible, mais personne ne se plaignait parce qu'au moins, il était chaud. Thomas était assis dans une banquette au fond quand je suis entré. Il avait déjà commandé 2 cafés. Je me suis glissé sur le siège en face de lui, toujours dans ma tenue d'entrepôt, sentant le carton et la sueur. Il n'a pas semblé s'en soucier. Tu as changé, a-t-il dit. Ouais, eh bien, 15 ans, ça laisse des traces. Il a souri un peu. Tu vois ce que je veux dire. On dirait que tu as traversé des épreuves. J'ai pris le café. Il était amer et brûlé. Exactement ce à quoi je m'attendais. Pourquoi es-tu là, Thomas? Comment m'as-tu trouvé? J'ai engagé quelqu'un. Un détective privé. Ça m'a coûté environ 2000 €, mais ça valait le coup. Il a sorti une chemise cartonnée d'une sacoche posée à côté de lui et l'a mise sur la table entre nous. Je dois te montrer quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes vraiment avant de décider que j'ai perdu la tête. J'ai fixé la chemise. D'accord. Tu te souviens du logiciel? Le projet qu'on construisait en 2009. J'ai presque ri. Le système de gestion des stocks, Thomas? C'était il y a une éternité. On ne l'a même jamais lancé correctement. Toute la boîte s'est effondrée au bout de 6 mois. Je sais que tu es parti. Tu as trouvé ce boulot au support technique. Tu te souviens? Tu as dit, j'ai besoin de quelque chose de stable, quelque chose qui paie vraiment les factures au point. Je m'en souvenais. J'avais 26 ans, j'étais en burn-out, fauché et convaincu d'avoir gâché une année de ma vie à poursuivre un rêve qui n'allait jamais marcher.
Thomas avait été contrarié quand je suis parti, mais nous nous étions quittés en bons termes. On s'était juste perdu de vue après ça. La vie a pris le dessus. Je ne t'ai jamais reproché d'être parti, a continué Thomas. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. J'ai continué à travailler dessus. Je l'ai peaufiné. J'ai trouvé quelques investisseurs qui croyaient en ce qu'on avait commencé. Un petit financement, rien de fou, mais assez pour continuer. C'est génial, mec. Sincèrement. Mais quel rapport avec moi? Thomas a ouvert la chemise. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des pages de texte denses avec des sections surlignées. Il l'a tourné pour que je puisse voir. Quand on a créé la société, on a déposé les statuts. Tu détiens 40%. Je détiens 40%. On avait un troisième associé. Tu te souviens de ce type, Antoine, qui nous avait apporté le financement initial? Il avait 20%. Je me souvenais vaguement d'Antoine, un type plus âgé qui avait un peu d'argent qu'il était prêt à risquer sur deux gamins avec de grandes idées. Je n'avais pas pensé à lui depuis des années. D'accord, dis-je lentement. Mais je suis parti. J'ai tout laissé tomber. Je pensais que c'était fini. Tu n'as rien signé pour céder tes parts. Tu as juste arrêté de venir. Et je ne t'ai jamais demandé de signer quoi que ce soit parce que je me disais que peut-être un jour tu reviendrais, ou peut-être que j'aurais besoin de te trouver. Alors, j'ai mis en place une fiducie, un genre de trust, j'y ai mis tes 40%, je les ai protégés, je les ai gardés séparés de tout ce que je faisais d'autre. J'ai reposé ma tasse de café. Pourquoi aurais-tu fait ça? Parce qu'on l'a construit ensemble. Les fondations, le code source, toute la structure. C'était nous, à faire des journées de 16 heures dans cet appartement sans clim. Tu as gagné ces 40%. Ce n'est pas parce que tu es parti que tu as cessé de les mériter. J'avais la tête qui tournait. Ça n'avait aucun sens. Les gens ne font pas ce genre de choses, surtout pas en affaires. Thomas, j'apprécie le geste, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu as vendu la boîte ou quelque chose comme ça? Tu essaies de me donner une sorte de dividende? Il s'est adossé à la banquette, et pour la première fois, j'ai vu à quel point il avait l'air fatigué, le poids qu'il portait. Le mois dernier, une société appelée Landry System a fait une offre pour nous racheter. Ils sont énormes. Logiciels d'entreprise, contrats gouvernementaux, tout le tralala. Ils voulaient notre plateforme de gestion des stocks parce qu'elle s'intègre à des systèmes que personne d'autre ne peut toucher. Ça a pris 2 ans de négociation, mais il y a 3 semaines, l'affaire a été conclue. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Combien? 11,7 millions d'euros. La brasserie m'a soudain semblé très petite et très bruyante. Quelqu'un a fait tomber une assiette en cuisine. Un camion est passé dehors. Le néon au-dessus de notre banquette bourdonnait. Tes 40%, dit Thomas doucement, après impôts et frais juridiques, ça revient à environ 4,7 millions d'euros. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais littéralement pas former de mots. Je restais assis là à le regarder, attendant qu'il éclate de rire et me dise que c'était une sorte de blague élaborée. Il n'a pas ri. Il a juste poussé le dossier plus près de moi. Tout est là. Les documents de la fiducie, l'accord d'acquisition. Tes coordonnées bancaires sont obsolètes, évidemment, mais on devra mettre ça à jour. Il y a une avocate qui attend de te parler. Elle s'appelle Maître Claire Lefebvre. Elle est douée. Elle t'expliquera tout. Ce n'est pas possible, ai-je finalement réussi à dire. Je charge des cartons dans un entrepôt pour le SMIC. Je vis dans une chambre louée. Je viens de traverser un divorce qui m'a pris tout ce que j'avais, et tu me dis que je suis millionnaire. Oui. Pourquoi tu ne m'as pas trouvé plus tôt? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Thomas a baissé les yeux vers son café. J'ai essayé. Il y a environ 5 ans, j'ai engagé quelqu'un pour te retrouver. Ils t'ont trouvé vivant à 2 départements d'ici, marié, avec un boulot normal. Tu avais l'air heureux, ou du moins stable. Je ne voulais pas perturber ça. Je me suis dit que j'attendrais qu'il y ait quelque chose de concret à t'annoncer. Le trust était sûr. Tes parts étaient protégées. Je pouvais te laisser le temps de vivre ta vie. Et maintenant, l'affaire est conclue. L'argent est là. Et quand j'ai essayé de te contacter à ton ancienne adresse, j'ai découvert que tu avais déménagé. Pas de suivi de courrier,
pas de numéro de téléphone. Alors j'ai creusé plus profond et j'ai découvert le divorce. J'ai découvert que tu étais ici, et j'ai décidé que j'avais assez attendu. J'ai pris l'un des documents. Mon nom était dessus. Un langage juridique que je comprenais à peine, des chiffres qui ne semblaient reliés à rien dans mon existence actuelle. Et mon ex-femme, ai-je demandé. La question est sortie avant que je puisse l'arrêter. Peut-elle réclamer une partie de ça? Thomas secoua la tête. J'ai déjà vérifié avec Claire. Le trust a été établi avant ton mariage. Et selon les papiers du divorce qu'elle a récupérés, ton ex-femme a signé des documents renonçant à ses droits sur tout intérêt commercial antérieur. Son avocat pensait probablement que c'était une clause standard. Il n'a pas réalisé qu'il y avait quelque chose de valeur attachée à ça. J'ai presque ri. Presque. Elle avait été tellement concentrée sur le fait de prendre la maison, la voiture, le compte épargne. Son avocat hors de prix avait raté la seule chose qui comptait vraiment. Donc elle n'a rien. Correct. C'est à toi. Net et sans bavure. Je suis resté assis là un long moment, tenant ce morceau de papier, essayant d'assimiler ce qu'on me disait. Il y a 3 mois, j'étais assis dans le bureau d'un avocat pendant que mon ex-femme me disait que je mourrais fauché et oublié. Et maintenant ça. Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. Thomas a souri. Tu n'as rien à dire. Ne retourne juste pas à cet entrepôt ce soir. Viens avec moi. On va voir Maître Lefebvre. Commence à réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie maintenant que tu as vraiment le choix. J'ai regardé mes mains. Elles étaient rugueuses, coupées. Les mains de quelqu'un qui faisait du travail manuel depuis des mois. Dans quelques heures, j'étais censé retourner dans ma chambre louée, dormir quelques heures, puis me réveiller et recommencer. Mais Thomas était assis en face de moi avec un dossier plein de documents qui disaient que je n'avais plus jamais à faire ça. D'accord, ai-je dit. Allons voir ton avocate. Maître Claire Lefebvre avait un bureau dans un immeuble moderne du centre-ville. Pas accent grave-l'œil, mais professionnel. Le genre d'endroit qui vous disait qu'elle réussissait sans essayer de vous intimider avec ça. Elle avait peut-être 50 ans, des yeux vifs derrière des lunettes modernes et une poignée de main ferme sans être agressive. J'avais hâte de vous rencontrer, a-t-elle dit alors que nous nous asseyions dans sa salle de conférence. Thomas nous avait conduits directement là-bas depuis la brasserie. J'étais toujours dans mes vêtements d'entrepôt, me sentant complètement déplacé, entouré de meubles en acajou et de diplômes encadrés. Elle a tout étalé. Les documents de constitution originaux de 2009, la fiducie que Thomas avait établie en 2011, l'accord d'acquisition d'il y a 3 semaines, les relevés bancaires montrant où l'argent se trouvait actuellement, sur un compte séquestre, attendant que je le réclame. C'est légal, ai-je demandé pour la 5e fois probablement. Complètement. J'ai vérifié chaque document personnellement. Le fisc a été notifié. Les impôts sont gérés. Une fois que vous aurez fourni vos coordonnées bancaires à jour et signé l'autorisation de virement, les fonds seront sur votre compte sous 3 jours ouvrables. J'ai regardé Thomas. Il était assis tranquillement, laissant Claire faire son travail. Il savait déjà tout ça. Il avait vécu avec ce savoir pendant des semaines, peut-être des mois, pendant que je chargeais des palettes et que je mangeais des dîners premier prix. Pourquoi as-tu vraiment fait ça, lui ai-je demandé. Tu aurais pu prétendre que mes parts étaient abandonnées. Tu aurais pu restructurer l'entreprise. Tu aurais pu faire une douzaine de choses qui t'auraient donné ma part. Thomas est resté silencieux un moment. Puis il a dit, mon père a travaillé pour la même usine pendant 30 ans. Quand ils ont réduit les effectifs, ils lui ont donné 2 semaines de préavis et une poignée de main. Pas de retraite, pas d'indemnité, juste dehors. Il est mort 5 ans plus tard, amer et fauché. J'ai vu ce que ça lui a fait, ce que ça a fait à notre famille. Il s'est penché en avant. Quand on a lancé cette boîte, on était partenaires, de vrais partenaires. Tu as mis les mêmes heures que moi. Tu as écrit la moitié de ce code. Le fait que tu sois parti parce que tu avais besoin de stabilité n'efface pas ce que tu as contribué. Je n'allais pas devenir le genre de personne qui prétend que la loyauté ne compte que quand ça l'arrange. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. J'avais passé 3 mois à croire que tout le monde se fichait que je vive ou que je meure. Et voilà que Thomas me disait qu'il avait passé 15 ans à protéger quelque chose dont je ne connaissais même pas l'existence. Claire a fait glisser un jeu de documents sur la table. Ce sont les formulaires de transfert. Prenez votre temps. Lisez tout.
Posez des questions. C'est votre argent et vous devez être à l'aise avec chaque étape. J'ai passé les 2 heures suivantes à parcourir chaque page. Claire m'a expliqué les choses en langage clair. Thomas a répondu aux questions sur l'entreprise, l'acquisition, ce qui s'était passé après mon départ. C'était surréaliste d'être assis dans ce bureau, d'apprendre tout ce chapitre d'existence que j'avais manqué. Finalement, j'ai signé tout ce qui devait être signé. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Maintenant, vous attendez 3 jours, a dit Claire. Et ensuite, vous décidez quel genre de vie vous voulez construire. Thomas m'a ramené à ma chambre louée. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. Qu'y avait-il à dire? Mon monde entier avait basculé en l'espace d'une matinée. Quand il m'a déposé, il a dit « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Des conseils, des références, peu importe. Tu n'as pas à gérer ça tout seul. » J'ai hoché la tête. Merci pour tout. De t'être souvenu de moi. Tu n'as jamais été oublié, a-t-il dit simplement. Puis il est parti. Je suis entré dans cette petite chambre et je me suis assis au bord de mon lit. Le mini-frigo bourdonnait dans le coin. À travers les murs fins, je pouvais entendre Madame Germain regarder ses émissions télévisées du matin. Tout était exactement pareil qu'à mon départ pour mon service 12 heures plus tôt. Sauf que rien n'était plus pareil du tout. Je n'ai pas quitté l'entrepôt immédiatement. Ça peut sembler fou, mais j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. J'avais passé 3 mois à apprendre ce que ça faisait de n'avoir rien. Je n'allais pas me précipiter pour avoir tout sans être intelligent à ce sujet. Je me suis porté pâle pendant 3 jours le temps que l'argent soit transféré. Quand il est finalement arrivé sur mon compte, je me suis assis dans ma chambre en fixant l'écran de mon téléphone, ces chiffres qui ne semblaient attachés à rien de reconnaissable. 4 700 000 € et des poussières. J'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre banque, j'y ai transféré 50 000 € pour les dépenses immédiates, et j'ai laissé le reste sur un compte épargne à haut rendement jusqu'à ce que je puisse parler à un conseiller financier. Je n'allais pas faire n'importe quoi. J'avais vu trop d'histoires de gens qui gagnaient au loto et se retrouvaient fauchés 5 ans plus tard. Le 4e jour, je suis retourné à l'entrepôt. Gérard avait l'air surpris de me voir. « Je croyais que tu avais démissionné », a-t-il dit. J'avais juste besoin de quelques jours. Je suis de retour maintenant. J'ai travaillé 2 semaines de plus, des services complets, j'ai chargé des cartons, empilé des palettes, fait profil bas. Certains gars m'ont demandé si je me sentais mieux. J'ai dit oui. Personne n'a demandé de détails. Pendant ces 2 semaines, j'ai fait ma planification. J'ai rencontré un gestionnaire de patrimoine recommandé par Claire. J'ai mis en place des investissements, parlé à un avocat fiscaliste, je me suis assuré que chaque euro était comptabilisé et protégé. J'ai acheté une maison. Rien de tape à accent grave l'œil. 3 chambres, 2 salles de bain, un quartier correct, de bonnes écoles, même si je n'avais pas d'enfants. Le genre d'endroit qui semblait solide, permanent. À moi. J'ai payé comptant. L'agent immobilier avait l'air confus, mais n'a pas discuté. J'ai acheté une voiture. Un 4x4 robuste, vieux de 7 ans, bien entretenu, 50 000 km, fiable, le genre de véhicule qui durerait encore une décennie sans problème. Payé comptant pour ça aussi. J'ai mis en place des prélèvements automatiques pour les charges, l'assurance, tout. Je me suis assuré d'avoir 6 mois de dépenses sur mon compte courant à tout moment. J'ai mis une partie sur un plan d'épargne retraite. J'ai investi le reste de manière conservatrice. Je n'essayais pas de devenir plus riche. J'essayais de rester stable. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire de ma vie maintenant que la survie n'était plus le seul but. Lors de mon dernier jour à l'entrepôt, Gérard m'a pris à part pendant la pause. « Tu donnes ton préavis. » « Ouais. Mes 2 semaines se terminent demain. J'apprécie le travail, mais j'ai trouvé autre chose. » Il a hoché la tête. Il n'a pas posé de questions, il a juste dit « Tu étais fiable. » Ça compte. J'ai fini mon service, j'ai pointé pour la dernière fois, j'ai marché jusqu'à mon 4x4 sur le parking alors que le soleil se levait. Je suis resté assis là 1 minute à regarder l'entrepôt, pensant à ces 3 mois. Je ne les regrettais pas. Il m'avait appris quelque chose d'important. Il m'avait montré que je pouvais survivre, que je pouvais tout perdre et quand même me relever le lendemain. Ça valait la peine de le savoir. Mais j'avais fini de survivre.
Il était temps de vivre vraiment. J'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison. Elle était vide, à l'exception d'un matelas que j'avais acheté et d'un matelas gonflable. J'avais déménagé mes affaires petit à petit de chez Madame Germain au cours de la semaine passée. Elle avait été heureuse pour moi quand je lui ai dit que j'avais trouvé un meilleur travail et que je déménageais. Je lui ai donné 200 € de plus en partant. Elle a essayé de refuser. J'ai insisté. Je me tenais dans le salon de ma maison à la lumière du petit matin et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Une paix réelle et authentique. Mon téléphone a vibré. Un texto de Thomas. Comment est la nouvelle maison? J'ai souri et j'ai répondu. Calme, dans le bon sens du terme. 3 petits points sont apparus. Bien. Tu l'as mérité. Ne laisse personne te dire le contraire. J'ai regardé la pièce vide, j'ai pensé à mon ex-femme, où qu'elle soit, pensant probablement encore qu'elle avait gagné. Pensant toujours que j'allais mourir fauché et oublié. Elle n'en avait aucune idée. Et pour l'instant, ça m'allait parfaitement que ça reste comme ça. J'ai passé le premier mois dans ma nouvelle maison à simplement exister. Pas de drame, pas de grands projets. Je me réveillais quand je voulais, je faisais du café dans ma propre cuisine, je m'asseyais sur ma terrasse arrière et je regardais les voisins promener leurs chiens. C'était ennuyeux de la meilleure façon possible, mais je n'étais pas fait pour ne rien faire éternellement. À la 6e semaine, je commençais à m'agiter. L'argent était en sécurité. La maison était meublée. Le 4x4 roulait bien. J'avais tout ce dont j'avais besoin, mais je n'avais rien qui me tenait à cœur. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose que Thomas avait dit lors d'une de nos sessions de code tardive en 2009. On parlait de ce qu'on ferait si on réussissait un jour. Il avait dit qu'il voulait acheter une maison à ses parents. J'avais dit que je voulais aider les gamins qui ne pouvaient pas se payer des études supérieures. J'avais 25 ans et j'étais fauché quand j'ai dit ça. Juste des mots. Une belle idée qui faisait du bien à dire à voix haute. Maintenant j'avais 39 ans et j'avais les moyens de le faire vraiment. J'ai appelé Claire, je lui ai demandé comment créer un fonds de bourse d'études. Elle m'a mis en contact avec quelqu'un spécialisé dans les fondations caritatives. En 3 semaines, j'avais tout structuré correctement, un fonds spécifiquement pour les étudiants issus de familles à faible revenu qui voulaient étudier l'informatique ou le génie logiciel. Pas un fonds énorme, mais assez pour couvrir les frais de scolarité complets et les dépenses de vie pour 5 étudiants par an. Je l'ai nommé le Fonds d'éducation Giraud-Nicolas. Le nom de famille de Thomas est le mien. Quand je lui ai dit, il m'a traité d'idiot pour avoir inclus son nom. Puis il a fait un don de 50 000 €. Il a dit que si je devais faire dans le sentimental, autant qu'il participe. Les premières demandes de bourse sont arrivées 2 mois plus tard. Les lire faisaient mal. Ces gamins, c'était moi il y a 15 ans. Intelligents, ambitieux et complètement privés d'opportunités parce que leur famille ne pouvait pas se le permettre. J'ai sélectionné 5 bénéficiaires. J'ai envoyé les lettres d'acceptation personnellement. L'un d'eux, un gamin nommé Enzo des quartiers nord, m'a appelé en pleurant quand il a reçu la lettre. Il a dit qu'il travaillait 2 jobs pour économiser pour un IUT. Il a dit qu'il ne pensait pas que quelqu'un comme lui pourrait vraiment aller dans une grande école d'ingénieur. Je lui ai dit qu'il l'avait mérité, que quelqu'un m'avait donné une chance une fois, et que maintenant je passais le flambeau. Ça faisait plus de bien que n'importe quelle voiture de luxe ou vacances chic. J'ai aussi commencé à faire du consulting. L'entreprise de Thomas, maintenant détenue par Landry Systems, avait besoin d'aide pour intégrer le logiciel dans leur infrastructure plus large. Ils m'ont proposé un contrat, travail à distance, horaire flexible, un salaire décent en plus de tout le reste. J'ai accepté parce que le code me manquait, résoudre des problèmes me manquait, me sentir utile me manquait. Je n'essayais pas de bâtir une autre entreprise. Je voulais juste travailler sur des choses qui comptaient sans la pression de la survie pesant sur chaque décision. La vie a pris un rythme. Je travaillais le matin, généralement depuis mon bureau à domicile ou un café en ville. L'après-midi, je faisais des courses, je bricolais dans la maison, je rencontrais le coordinateur de la fondation. Le soir, je cuisinais, je lisais, je regardais ce que j'avais envie de regarder. Le week-end, j'allais dans les magasins de bricolage, j'achetais du matériel pour de petits projets autour de la maison. C'était calme, simple, exactement ce dont j'avais besoin. Puis, environ 4 mois après le transfert de l'argent, je suis tombé sur Chloé. J'étais dans un magasin de bricolage en train de regarder des forêts quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom.
Je me suis retourné et elle était là, la jeune sœur de mon ex-femme. Elle avait l'air surprise de me voir, mais pas mécontente. Et, a-t-elle dit. Je t'ai presque pas reconnu. Tu as bonne mine. Merci. Comment vas-tu? Bien. Occupé. Tu sais ce que c'est. Elle a jeté un coup d'œil à mon chariot. Tu fais des travaux. Juste quelques projets, pour m'occuper. Il y a eu un silence gêné. Chloé avait toujours été correcte avec moi pendant le mariage. Elle n'avait jamais pris parti pendant le divorce, ce que j'appréciais, mais je savais qu'elle parlait régulièrement à sa sœur. Quelle que soit l'information que je lui donnais, elle finirait par remonter. J'ai entendu dire que tu avais déménagé, a-t-elle dit prudemment. Tu t'en sors? Je veux dire, après tout ça. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Les choses se sont arrangées. Elle avait l'air de vouloir en demander plus, mais quelque chose dans mon ton a dû lui dire de ne pas insister. C'est bien. Je suis contente. Tu mérites de bonnes choses. J'apprécie. Un autre silence. Puis elle a dit, si jamais tu veux prendre un café ou autre chose juste pour discuter, fais-moi signe. Je sais que c'est bizarre, mais tu as été de la famille pendant longtemps. Ça ne disparaît pas juste comme ça. Je garderai ça en tête, ai-je dit, même si nous savions tous les deux que je ne donnerais pas suite. Elle a hoché la tête, m'a fait un petit sourire et s'est éloignée. Je l'ai regardé partir, puis je suis retourné à mes forêts. Cette interaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La nouvelle ne s'était pas encore ébruitée. Mon ex-femme ne savait rien pour l'argent, ne savait pas où je vivais, ne savait rien, et je voulais que ça reste comme ça aussi longtemps que possible. J'ai acheté mes forêts, je les ai chargées dans mon 4x4 et je suis rentré chez moi. Sur le chemin, je me suis arrêté dans un supermarché où je n'allais pas d'habitude. Je prenais quelques trucs pour le dîner quand j'ai vu quelqu'un qui me semblait familier. Une des amies de mon ex-femme, de son club de lecture. La femme m'a jeté un coup d'œil, s'est retournée pour vérifier, puis a rapidement détourné le regard et s'est précipitée dans une autre allée. Intéressant. Ça voulait dire qu'elle m'avait reconnu, mais ne voulait pas parler, ce qui signifiait qu'elle se sentait probablement mal à l'aise à propos du divorce. Bien. Je ne voulais pas parler non plus. J'ai fini mes courses et je suis parti. Je suis rentré. J'ai rangé les courses. J'ai fait à dîner. J'ai mangé en lisant un livre sur la gestion des infrastructures. Je me suis couché à une heure raisonnable. Normal, ennuyeux, parfait. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email de l'un des boursiers. Enzo, le gamin qui m'avait appelé en pleurant. Il m'a envoyé une photo de sa chambre en CTU, souriant comme s'il avait gagné au loto. Il disait que ses cours étaient durs mais incroyables. Il disait qu'il n'arrivait pas à croire que c'était sa vraie vie maintenant. J'ai fixé cette photo pendant un long moment, pensant à quel point j'avais failli ne jamais avoir les ressources pour faire ça. Si Thomas avait été un autre genre de personne, s'il avait décidé que la loyauté ne comptait pas, je serais encore en train de charger des cartons et de manger des nouilles. Mais il ne l'avait pas fait, et moi non plus. J'ai tapé une réponse courte, dit à Enzo de continuer à travailler dur, lui ai dit que j'étais fier de lui ai dit de me contacter s'il avait besoin de quoi que ce soit. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sorti sur ma terrasse. C'était le début de soirée, ce moment où la lumière devient douce et où tout semble suspendu entre le jour et la nuit. Je me suis assis dans l'une des chaises que j'avais achetées, j'ai bu un peu d'eau et j'ai juste existé. Pas de stress, pas de colère, pas d'amertume sur ce que j'avais perdu ou qui me l'avait pris. Juste la paix. Mon téléphone a vibré. Texto de Thomas. Landry veut t'engager pour un autre projet. Plus grande envergure. Ça t'intéresse? J'y ai réfléchi pendant peut-être 10 secondes, puis j'ai répondu. Bien sûr, envoie-moi les détails. Parce que je ne me cachais pas. Je ne fuyais pas. Je vivais juste ma vie selon mes conditions, construisant des choses qui importaient, et dans les gens quand je le pouvais. Et si mon ex-femme finissait par découvrir tout ça, si elle réalisait ce qu'elle avait laissé tomber, si elle essayait de revenir avec des excuses et des justifications, eh bien, ce serait une conversation que je gérerais le moment venu. Mais ça n'allait rien changer. Le passé était fini. J'avais tourné la page, et honnêtement, je n'avais jamais été aussi heureux. L'article est sorti un mercredi matin d'octobre. Un blog tech local faisait un papier sur les acquisitions logicielles réussies dans la région.
L'entreprise de Thomas était envedettée, enterrée dans le 3e paragraphe, se trouvaient les noms des fondateurs originaux. Thomas m'a appelé vers midi. Et, alors il y a cet article. Il nous mentionne par notre nom. Je voulais juste te prévenir au cas où quelqu'un te contacterait. J'apprécie, ai-je dit. J'ai ouvert l'article sur mon portable. C'était là. Mon nom complet listé comme cofondateur aux côtés de Thomas et Antoine. L'article parlait de l'acquisition, de l'innovation de la plateforme, de la façon dont elle était maintenant utilisée par de grandes entreprises. Il ne mentionnait pas de montant en dollars ou en euros, mais quiconque ayant des compétences de base en recherche pouvait probablement deviner l'ordre de grandeur. J'ai fermé mon ordinateur et je me suis remis au travail. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Le premier message est arrivé 2 jours plus tard. Numéro inconnu. Et, c'est bizarre, mais quelqu'un m'a envoyé un article et je crois qu'il parle de toi. C'est le même truc de logiciel sur lequel tu bossais? C'est incroyable. Content pour toi. Je n'ai pas reconnu le numéro. Supprimé. Puis un autre, j'ai vu un truc sur une acquisition tech. C'était toi. Félicitations. Puis un troisième de quelqu'un prétendant être un ancien collègue du support technique où j'avais travaillé des années auparavant. Mec, t'as touché le pactole avec cette start-up? Bien joué. Je les ai tous bloqués. Le samedi, mon ex-femme a commencé à appeler. Pas de son numéro. D'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je connaissais sa voix de messagerie. Ce ton faussement doux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Salut, c'est moi. Je sais que c'est inattendu, mais je pensais à toi. J'aimerais beaucoup qu'on prenne des nouvelles. Rappelle-moi. Je l'ai effacé. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Puis encore le soir. Des numéros différents à chaque fois. J'ai bloqué chacun d'eux. Dimanche matin, elle s'est pointée chez moi. Je buvais mon café sur ma terrasse avant quand sa voiture est entrée dans mon allée. La Peugeot, celle qu'elle avait prise lors du divorce. Elle est sortie portant un jean et un pull, les cheveux attachés, essayant d'avoir l'air décontracté, accessible. Je suis resté assis, je ne me suis pas levé, je ne l'ai pas reconnue avant qu'elle soit à mi-chemin de l'allée. Sympa chez toi, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Je ne savais pas que tu avais déménagé. Je ne pensais pas que tu avais besoin de le savoir. Elle s'est arrêtée à quelques mètres des marches de la terrasse. On peut parler juste 1 minute? Non, s'il te plaît. Je sais que les choses se sont mal terminées. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais j'ai réfléchi à tout ça et je veux juste crever l'abcès. J'ai pris une gorgée de mon café. Il n'y a rien à crever. On est divorcés. C'est fini. Passe à autre chose. J'ai vu l'article, a-t-elle dit doucement. Sur la boîte de logiciels, sur l'acquisition. C'était là. La vraie raison pour laquelle elle était debout dans mon allée à 9 h du matin un dimanche. Tant mieux pour toi, ai-je dit. Tu ne m'as jamais dit que tu avais des parts dans un truc pareil. Tu n'as jamais demandé et ça n'aurait eu aucune importance pendant le divorce de toute façon. Le trust a été établi avant qu'on se marie. Ton avocat s'est assuré que tu signes pour renoncer à toute réclamation sur des intérêts commerciaux antérieurs. Tu te souviens. Son visage a blêmi. Elle s'en souvenait. C'était juste de la paperasse standard. Il a dit que ça n'avait pas d'importance. Ça en avait. Elle a fait un pas de plus. Écoute, je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai été dur, mais on a été ensemble pendant 7 ans. Ça doit compter pour quelque chose. Ça a compté. Au passé. Ensuite tu m'as dit que je mourrais fauché et oublié. Drôle comme les choses tournent. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a essayé à nouveau. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que j'avais tort. D'accord. J'avais tort. Tu t'en sors manifestement bien. Je suis heureuse pour toi. Est-ce qu'on peut juste dépasser ça? Je me suis levé, j'ai posé ma tasse de café sur la rambarde de la terrasse, je l'ai regardée directement pour la première fois depuis son arrivée. Tu dois partir. Ne reviens pas. N'appelle pas. N'envoie pas de message par ta sœur ou tes amis ou qui que ce soit d'autre. Nous n'avons rien à nous dire, jamais. Tu ne peux pas sérieusement être aussi froid.
Je peux et je le suis. Adieu. Je suis rentré dans ma maison et j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, j'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle restait là pendant une autre minute, essayant clairement de décider si elle devait frapper. Elle ne l'a pas fait. Finalement, elle est remontée dans sa voiture et est partie. Mon téléphone a vibré. Texto de Chloé. Elle pose des questions sur toi. Elle dit qu'elle veut s'excuser. Je lui ai dit de te laisser tranquille. Je voulais juste que tu saches. J'ai répondu, merci. Un autre texto, cette fois d'un avocat que je ne connaissais pas. En-tête professionnelle dans la signature représentant Valérie concernant des erreurs potentielles dans le règlement du divorce. Veuillez contacter notre bureau pour discuter. Je l'ai transféré à Claire. Elle m'a appelé 5 minutes plus tard en riant. Ils n'ont aucun dossier. Rien. Je vais leur envoyer une réponse qui va clore ça définitivement. Faites-le, ai-je dit. Et c'était tout. Le désespoir commençait. La réalisation s'installait. Elle s'était éloignée de quelque chose de précieux parce qu'elle était trop occupée à être cruelle pour voir ce qui comptait vraiment. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais juste libéré. 6 mois après que Claire ait stoppé la tentative de l'avocat, ma vie s'était installée dans quelque chose que je ne m'attendais jamais à avoir. Le contentement. Le fonds de bourse d'études prospérait. 10 étudiants maintenant, pas seulement 5. Thomas avait convaincu 2 autres entrepreneurs de la tech de contribuer. On faisait une vraie différence. J'avais pris un rôle de consultant senior chez Landry Systems. Le travail était stimulant et avait du sens. J'aidais à concevoir des systèmes qui résolvaient vraiment des problèmes. Et je le faisais depuis mon bureau à domicile avec mon propre emploi du temps pour une rémunération qui semblait juste. Ma maison était devenue un foyer. J'avais fini les travaux, planté un jardin, construit une terrasse à l'arrière. De petites choses qui rendaient l'espace mien. Je ne pensais plus à mon ex-femme. Pas avec colère, pas avec amertume. Elle était devenue juste une autre personne que je connaissais avant. Quelqu'un qui avait fait ses choix et devait vivre avec. Un mardi matin, j'étais dans un café que j'avais commencé à fréquenter. Un endroit calme, bon wifi, meilleur café que je ne pouvais en faire à la maison. Je révisais du code sur mon ordinateur portable quand la porte s'est ouverte et qu'elle est entrée. Elle m'a vu immédiatement, s'est figée pendant une demi-seconde. Je pouvais voir le calcul se faire derrière ses yeux. Devait-elle partir? Devait-elle approcher? Devait-elle prétendre qu'elle ne m'avait pas vu? J'ai pris la décision pour elle. J'ai hoché la tête. Juste une simple reconnaissance, le genre de geste poli qu'on donnerait à n'importe quelle connaissance. Puis je suis retourné à mon ordinateur. Elle est restée là un autre moment. Puis elle s'est retournée et est sortie sans rien commander. À travers la vitrine, je l'ai vue s'asseoir dans sa voiture pendant une minute avant de démarrer. Elle avait l'air fatiguée, vieillie, comme si le poids de ses choix l'avait enfin rattrapée. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste la vague conscience que ce chapitre était complètement clos. Mon téléphone a vibré. Texto de Thomas. Nouvelle opportunité de projet. Intéressé pour bâtir quelque chose à partir de zéro encore une fois? Pas de pression. Je me disais juste que je demanderais. J'ai souri et j'ai répondu. Dis-m'en plus. Parce que c'était ça ma vie maintenant. Avancer. De nouvelles opportunités. Aider des étudiants à réaliser des rêves qu'ils pensaient impossibles. Travailler sur des projets qui comptaient. Vivre dans une maison que je possédais, conduire un 4x4 que j'aimais, passer du temps sur des choses qui m'apportaient la paix. Je n'étais pas mort fauché et oublié. J'étais vivant, financièrement en sécurité, et je bâtissais quelque chose de significatif. Les gens qui comptaient connaissaient mon nom. Les étudiants que j'avais aidés se souviendraient de ce qui avait été fait pour eux. Thomas ne m'avait jamais oublié, même quand je m'étais oublié moi-même. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse arrière en regardant le coucher du soleil. Mon téléphone a sonné. C'était Enzo, le premier boursier, qui m'appelait pour me dire qu'il venait d'accepter un stage dans une grande entreprise technologique. Il parlait vite, excité, reconnaissant, il disait qu'il allait rendre l'appareil un jour, aider d'autres gamins comme il avait été aidé. Je lui ai dit que je le croyais parce que c'était le cas. Après avoir raccroché, je suis resté dehors un moment de plus. L'air était frais, le ciel était dégagé. Quelque part à l'autre bout de la ville,
mon ex-femme était probablement encore en train de digérer ce qu'elle avait perdu. Encore en train d'essayer de comprendre comment vivre avec ses erreurs. Mais ce n'était plus mon problème. Elle avait fait son choix quand elle m'avait dit que je mourrais fauché et oublié. Elle avait eu tort sur les 2 points, et c'était suffisant. J'ai fini mon eau, je me suis levé et je suis rentré à l'intérieur. Demain, je parlerai à Thomas de ce nouveau projet. Ce week-end, je rencontrerai le coordinateur de la fondation pour étendre le programme de bourse. Le mois prochain, je visiterai l'une des universités où nos étudiants étaient inscrits. J'avais des projets, un but, la paix, et honnêtement, je ne pouvais rien demander de plus que ça. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. Je vous attends pour la prochaine histoire. À bientôt.